Salut, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle des meilleurs comics ou pas. C'est toute la question que l'on va traiter ce soir. Et bien pour m'accompagner, je fais ce soir un dépucelage de podcast, un dépucelage de Indispensable. J'ai avec moi deux acolytes de la team Review. J'ai tout d'abord notre correcteur de l'extrême et reviewer de l'extrême également, ce bon vieux Ch'ti. Comment vas-tu, Ch'ti ? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, je suis très très content d'être là avec vous. Et le deuxième membre du podcast, et non moins éminent, est notre cher coprésident de lescomics.fr. C'est le rageux le plus connu de la Terre sur Saga, c'est ce bon vieux Captain Talbot. Salut à tous, content d'être avec vous ce soir. Ouais, tant qu'on parle pas de Saga, ça devrait aller. Mais j'espère que tu m'inviteras pour Saga aussi. Oui, tu peux aller. Je pense que tu peux aller sur cuire le cul aussi. Voilà, donc ça commence directement dans la bonne ambiance. On est très très bien, vous voyez, on est détente. Et ce soir, on se retrouve pour parler d'un comics scénarisé par Matt Fraction et dessiné entre autres par David Aja. C'est la série Hawkeye, lancée dans la période Marvel Now en 2011. Donc, série Hawkeye de Matt Fraction et David Aja et également Annie Hu. On ne va citer que ces trois-là. Ce sera déjà plutôt pas mal. Alors, pour faire une présentation rapide de l'équipe derrière Matt Fraction, bon, maintenant, c'est un nom plutôt connu. Récemment, ses derniers travaux, c'est November avec Elsa Chartier, que je vous encourage vivement à lire. Je vous encouragerais bien à le lire, mais je crois qu'il a toujours pas lu le tome 1, donc... Voilà, je balance. C'est dans la palle. C'est dans la fameuse palle, la fameuse. Donc Matt Fraction, November, Sex Criminals, et qui s'est fait du coup connaître en fait par son travail chez Marvel, en commençant notamment par Iron Man. C'est vraiment là où tout a explosé pour lui. Et puis il a beaucoup progressé chez Marvel jusqu'à arriver en fait à Hawkeye, où bien des brouilles vont arriver avec l'éditeur. On reviendra un peu dessus ultérieurement dans le podcast, mais voilà, c'est aujourd'hui surtout il est connu pour de l'indé, et là récemment chez DC Comics il a signé une série sur Jimmy Olsen, très très bonne série d'ailleurs. J'espère qu'Urban l'éditera en France. Ensuite, le deuxième membre de l'équipe artistique, c'est David Aja, donc c'est un dessinateur espagnol. Vous voyez, je fais magnifiquement bien la Jota, ça se voit que j'ai fait LV2 espagnol au collège. Et donc David Aja, dessinateur espagnol, qui finalement a une carrière assez courte dans le milieu du comics. Il y a Hawkeye, il y a Iron Fist, il y a quelques séries par-ci par-là, mais en fait c'est surtout un artiste de couverture. Il fait énormément de couverture, et même encore aujourd'hui. Alors là, son dernier travail en date, c'est une série indépendante publiée chez Dark Horse Comics et qui était écrite par Ann Nocenti, qui s'appelle The Seeds, et qui a eu une carrière éditoriale un peu compliquée avec la pandémie que l'on connaît, donc ça va sortir directement en relié aux États-Unis très bientôt. Et ensuite, la dernière membre de cette équipe artistique, et ensuite je laisserai la parole à ce bon vieux ch'ti pour nous faire le pitch de Hawkeye. Donc la dernière membre, c'est Annie Hu, dessinatrice aussi, qui pareil en fait a une carrière assez courte. Finalement, Hawkeye, c'est un peu son premier gros taf dans le monde du comics. Après, elle signera la maxi-série Black Canary, que Captain Talbot a beaucoup apprécié, si j'en crois sa review. Ouais, c'est vrai, c'est sa tournée rock'n'roll. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, Annie Hu, jeune dessinatrice également, donc elle a la carrière finalement assez courte. Je crois qu'elle a fait quelques trucs là récemment, mais voilà, elle a fait quelques participations par-ci par-là, mais pour l'instant rien de régulier. Donc voilà pour les présentations de l'équipe artistique derrière Hawkeye. Et maintenant, je vais laisser la parole à Ch'ti pour nous faire le pitch de la série Hawkeye. Hawkeye, de quoi est-ce que ça parle, mon bon vieux Ch'ti ? Eh bien, figure-toi que ça parle de Hawkeye. En fait, on va suivre des tranches de vie. On peut dire ça comme ça, des tranches de vie de Hawkeye, Hawkeye Clint Barton, donc l'Avengers. L'intérêt, enfin le pitch principal du récit, c'est qu'on va pas le suivre en tant qu'Avengers.
mais vraiment en fait en tant que dans sa vie de tous les jours et comment en fait vient un peu se mêler son identité de super-héros. Euh, on va, il va pas être seul, il va être accompagné de Hawkeye, version, putain, j'ai perdu son nom. Kate Bishop. Kate Bishop, merci. Donc voilà, on va suivre les aventures donc principalement de Clint, mais avec Kate qui tourne beaucoup autour dans le récit, enfin qui intervient pas mal. Euh, alors moi je les ai en tome 100% Marvel, c'était ressorti en un seul volume je crois chez Panini. Ouais, en Ouais, intégral. c'est ça. En intégrale, ouais. Savoir que le début, en fait, enfin, ce qui correspond au premier tome, c'est vraiment une introduction de Clint et son univers, en fait. L'idée, c'est qu'il est installé, en fait, dans un immeuble. Et ça va être un peu on va suivre sa vie au sein de cet immeuble et avec les autres habitants enfin, c'est une vie vraiment, on est loin de la vie super héroïque, quoi. On est très, ouais, c'est très, mince. Enfin, c'est très humain en fait et classique. Et après, forcément, il y a ces talents qui vont le mener dans certaines aventures et puis son sens du devoir et de la dévotion qui vont amener à aider un peu son voisinage. Ce qui va le mener dans des affaires un peu plus longues qui vont jusqu'à la fin du 4 tomes, quoi. Ok. Eh ben écoute, merci Ch'ti pour ce résumé. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, mon cher Captain. Non, bah pareil, c'est parfait. Hein, je trouve qu'il a bien résumé. Hein. En gros, je crois que le pitch qui avait été fait, c'était que fait Hawkeye quand il est pas avec les Avengers. Hein, donc c'est un peu ce qui résume ce que vient de dire notre ami, quoi. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment enfin, qu'est-ce que fait Clint, comment est-ce qu'il s'occupe en fait quand il est pas avec les Avengers sur des grosses missions. Hein. Surtout qu'à cette époque-là, ouais, Avengers c'était Hickman, donc c'était des gros trucs, des grosses menaces interstellaires Ouais, qui étaient en jeu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a finalement une phrase qui résume assez bien ce que Matt Fraction a voulu faire avec ce Hawkeye et qui, je trouve, résume plutôt bien l'esprit de la série. C'est une phrase qu'il a sortie dans une interview accordée à nos chers confrères de Comics Blog, où il disait que bah, aujourd'hui dans le comics tout est super grand et qui en fait et là je le cite, je suis vraiment fatigué de l'apocalypse, plutôt mourir que de voir Batman combattre le 11 septembre une seconde fois. Et je trouve que ça résume vraiment bien en fait ce que Matt Fraction veut faire avec cette série. Il veut faire vraiment quelque chose de très simple, de très basique, et bah c'est exactement ce que tu as résumé, je dis. Donc merci beaucoup pour ça. Bah écoutez, messieurs, on va passer directement du coup à ce qui constitue un peu la première partie. Donc notre avis sans spoiler. Qu'est-ce qu'on a aimé ou pas aimé dans la série Hawkeye? Bah écoute, Captain, je te laisse nous donner ton avis. Peut-être à la limite, si tu veux nous donner le contexte dans lequel tu as découvert la série Hawkeye. Bah, pas de problème. Alors, Hawkeye en France, je crois que c'est 2014, du coup, c'est ça, à peu près. Et je crois que ça faisait pas hyper longtemps que je lisais du comics. Et en fait, je été attiré par notre ami, puis aussi par le fait que c'était à 100%, pas forcément très cher. Voilà. Hawkeye, il y avait déjà eu des films, etc. Donc, bon, on commençait à le connaître un peu par ce biais-là. Et le fait de voir cette proposition un petit peu de dire, justement, comme tu le disais, exit Thanos et toutes les menaces interstellaires et compagnie, et on va voir Hawkeye dans la vie normale, ça m'avait fait passer le pas. Donc je m'étais lancé dans cette série. Et donc du coup, le premier volume, ça a été un très bon sentiment. C'est vrai que de l'avoir ce héros dans la vie de tous les jours où on le voit aller faire ses courses, etc., prendre des barbecues avec son voisinage, a un côté très, très empathique avec ses voisins, etc., ça lui permet de bien s'identifier à lui. Et je suis rentré dans le récit à fond dedans. Puis voilà, bien mis en valeur par les dessins aussi et les compositions de David Aja. Du coup, c'est bon, j'ai bien fait la rota, moi aussi, ça. Parfait, parfait. Mieux que Merci. moi.
Et donc ouais, puis ouais, il y a plein d'éléments dedans qu'on verra en détail après qui font que ça marche presque à tous les niveaux, j'ai envie de dire, euh, dans ce récit. Eh ben écoute, Ch'ti, je te laisse du coup nous donner également ton avis puis ton contexte de découverte aussi. Disons que j'avais lu quelques reviews qui m'avaient donné envie, donc il était sur ma liste d'achat. Et en fait, je suis tombé sur une plutôt bonne occasion quand il est ressorti en intégrale. J'ai réussi à le trouver dans les formats souples. Alors en fait j'avais déjà chopé le premier tome sur une brocante. J'avais bien aimé, et puis du coup j'ai réussi à retrouver les 4 tomes, donc j'ai revendu le premier, mais donc voilà, j'ai découvert comme ça. Alors j'ai mis du temps à lire entre le premier tome et le reste. Bon, je mets toujours du temps de toute façon à lire mes trucs, mais donc voilà. Je ne saurais pas te donner de date précise sur ma découverte du titre, mais ouais, j'avais bien aimé cet aspect enfin ouais, c'est vraiment ça, c'est la sortie on n'était pas dans un gros blockbuster, on suivait, enfin ouais, on suivait la vie de Clint, son voisinage, tout ça, et comme disait Captain, quoi, ouais, t'arrives à facilement en fait apprécier le récit et le personnage enfin, au final, il est humain, et ça permet d'accrocher quoi assez facilement. Pour parler d'un peu tous les tops, des fois j'étais un peu perdu. Enfin, il y a des fois où ça fait un peu, je trouve que ça faisait un peu brouillon, surtout dans les derniers numéros, je trouve. J'étais un peu paumé temporellement entre ce qui se passait. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais voilà. Mais sinon, ouais, globalement c'est assez cool. Enfin, surtout que au fil du coup des 22 numéros, on a vraiment une trame qui est construite tout du long. Même si on a une partie on a un récit qui se déroule en parallèle. Enfin, on a deux récits qui se déroulent en parallèle vers la fin. Mais non, c'était globalement toute l'histoire arrive à se tenir. Après les difficultés du coup qu'il y a pu avoir, dont tu as parlé d'un jeu vis-à-vis de l'éditorial. Donc non, c'est une belle perf. Non, c'est une lecture ultra agréable, quoi. Eh bah, merci pour ton avis, Ch'ti. Kai, c'est une série que j'ai découvert quand je bossais en fait en librairie. On avait les tomes et du coup j'en ai profité, je les ai empruntés parce que c'est une série qui me faisait de l'œil. J'aime pas du tout le Hawkeye des films. Enfin déjà j'aime pas Jeremy Renner en tant qu'acteur, donc je trouve que c'est une tête à claque. Donc déjà j'ai un problème là-dessus. Mais le personnage m'intriguait, mais surtout l'approche en fait de la série m'intriguait énormément, cette idée de voir Clint. Qu'est-ce que fait Clint en fait quand il n'est pas avec les Avengers, quand il est tout seul. Et du coup ouais, j'ai emprunté, on avait les 2 premiers tomes je crois à l'époque. Ouais c'est ça, on avait les 2 premiers tomes. J'ai emprunté ces 2 premiers tomes. Et j'ai vraiment vraiment bien apprécié la série. J'aimais beaucoup les dessins, surtout en fait de David Arra. Il y avait des compos qui étaient vraiment folle dingue. La manière dont il gère beaucoup ses planches à certains moments, c'est assez foufou à certains égards. Et je trouve que il a une façon de mettre en scène les combats à l'arc et tous les différents gadgets qu'utilise Clint qui est vraiment très très intelligente. Ça m'avait vraiment marqué. Et puis j'aimais beaucoup cette approche vraiment très très simple. J'aimais beaucoup le personnage du coup de Clint que j'ai vraiment découvert à ce moment-là. Enfin il faut le dire aussi, il est vraiment réécrit en fait à cette occasion parce que Clint avant quand on le voyait, c'était un mec très très sérieux. C'était vraiment le stratège, le mec tactique, toujours très froid, très calculateur. Matt Fraction l'a vraiment réécrit, l'adapté à sa sauce et c'est maintenant l'écriture qu'on a de Clint tout le temps. Donc on va dire que c'est vraiment cette nouvelle version, cette version 2.0 sauce Fraction de Clint. Mais c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Et surtout, en fait, je trouve que ça correspond bien à l'histoire qu'essaie de raconter Matt Fraction, qui est sur vraiment des mecs ordinaires, en fait. Clint, c'est vraiment le mec ordinaire qui se retrouve pris dans des situations juste pas possibles. Enfin, toute la série, à chaque fois, c'est des trucs mais complètement improbables. Enfin, Clint, il se retrouve toujours dans des situations complètement pourries. Matt Fraction utilise très bien toutes les conquêtes féminines que Clint a eues. Puis il utilise surtout très très bien la relation que Clint a avec Kate,
parce que c'est vraiment la première série qui va mettre en avant cette relation-là. Kate, elle est devenue Hawkeye lorsque Clint était décédé, donc c'était, je crois que c'était à partir de 2005-2006, quelque chose comme ça, donc c'était dans les Young Avengers. Et c'est vraiment la première fois qu'on les voit un peu interagir et où on voit qu'ils sont vraiment très très complices tous les deux. Enfin, on reviendra dessus plus tard, mais c'est les deux facettes d'une seule et même pièce en fait. Ils se complètent très très bien tous les deux. Et voilà, enfin, Matt Fraction, il m'a tout de suite séduit. Il a un sens du dialogue qui fait mouche. Enfin, c'est souvent très très drôle. Les répliques sont fun. Et puis surtout, il y a des expérimentations narratives dans pas mal de chapitres. Et c'est vrai que c'est un comics. J'avais lu du Grant Morrison et j'avais déjà cet attrait pour les auteurs qui font vraiment de l'expérimentation narrative et qui ont un artiste derrière qui leur permet vraiment d'aller au bout de cette démarche. Et du coup, Hawkeye, c'est vraiment à fond là-dessus, quoi. Il y a deux chapitres qui sont marquants, qu'on salue très souvent dans la communauté comics, et à juste titre d'ailleurs. C'est pas pour rien que la série a eu des Eisner Awards et d'autres prix à ce niveau-là. Il y a vraiment un chapitre où on suit en fait tout le chapitre à travers le regard et le ressenti d'un chien. C'est un chapitre qui est hyper touchant, qui est surtout hyper bien construit graphiquement. Donc il y a vraiment, ça regorge de plein de pépites. Et puis ouais, comme vous l'avez dit, il y a une intrigue qui se construit vraiment sur le long cours. Et à la fin, enfin, on s'attend à ce que ça pète et ça pète vraiment. Il y a beaucoup de choses vraiment très très bien dans cette série. C'est une série que j'adore vraiment. Et surtout parce qu'en plus aujourd'hui, là je l'ai relu du coup avant pour préparer le podcast. Et je me rends compte que c'est vraiment une série qui correspond à ce que j'attends aujourd'hui d'un comics. Je suis un peu comme Matt Fraction, j'en ai marre de l'apocalypse, j'en ai marre du pom-pom boum boum quand ça n'a pas trop de sens en fait derrière. Ça a vraiment le don de me gonfler quand il n'y a pas de message. En fait, ça correspond vraiment à ce que je recherche aujourd'hui dans du comics. Et en plus, enfin, au-delà de David Aja, il y a plein de dessinateurs invités qui font des prestations graphiques qui sont souvent superbes. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, mais donc c'est ça le plus important à ce moment-là. T'as surtout, ouais, ouais, tu sors vraiment des blockbusters. Enfin, c'est ok, mais ça pourrait être n'importe qui. Parce qu'au final, t'as quasiment rien, t'as vraiment quasiment rien des Avengers et tout ça. Donc à part Kate Bishop du coup, et puis bah tu vois un peu les trois ex d'Hawkeye. Donc t'as Spider-Woman, Black Widow et putain, j'ai pas Et Mockingbird. Mockingbird, merci, et qui apparaissent, mais enfin c'est limite ils apparaissent en guest star quoi, à quelques endroits. Et en fait le récit en fait il est complètement détaché en fait de tous ces de tout ce que tu trouves maintenant dans notamment Marvel où tout est lié, tout ça. Là c'était t'as aucun événement extérieur qui vient perturber ça. Enfin, t'as vraiment en fait une lecture qui se lit seule en fait. Et donc t'as une intégrale ou 4 tomes quoi. Donc t'as 22 numéros où t'as rien quoi. Enfin t'es pas emmerdé par un numéro qui est un tie-in d'un super événement ou quoi. Non, là t'as juste cette histoire en fait de Clint et son immeuble quoi. Enfin, Ouais, t'as un peu de trucs autour, quoi, mais le gros du bousin, et il tourne là, quoi. C'est sur la vie de Clint, et puis c'est tout. oui, c'est vrai. Et puis en plus, du coup, comme tu parlais de ces trois ex qui apparaissent brièvement, elles apparaissent en civil en plus, si je me souviens bien. Ouais. Du coup, Ouais. ça enlève ce côté super-héros encore plus, même avec ses relations, quoi. C'est ça. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi ça qui fait du bien à l'heure actuelle où toutes les séries sont toujours connectées dans des events ou tout ça. Enfin bon, après ça dépend parce que les persos secondaires généralement sont un peu, on leur fout un peu la paix. Mais c'est vrai qu'il y a cette série, c'est un peu une série qui respire vraiment la liberté créative derrière en fait. Et je sais pas si c'est rare, mais en tous les cas à ce degré de liberté laissée, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, ouais, c'est ça. T'as de la créativité. Enfin, ce que tu disais, t'as des numéros des fois qui sont enfin, je sais pas, on va pas appeler ça des interludes parce que voilà, mais enfin, ouais, t'as un numéro, c'est un essai. Ouais, tu regardes tout à partir d'un chien. T'as un autre numéro. Enfin, je vais pas trop spoiler quoi, mais enfin voilà, en fait t'as des numéros, c'est vraiment tu sens il s'est dit tiens j'ai une petite idée, je vais m'amuser, je vais faire un truc, et ça passe super crème quoi, parce que ouais, enfin tu sens il a pas, et en fait ça marche bien je pense parce que c'est Hawkeye. Ça marcherait pas avec un Iron Man ou quoi qui a peut-être trop de charisme, puis qui a pas enfin
voilà, qui a pas ce côté un peu urbain, un peu dans la street et voilà là ça marche super bien parce que pas dire que les gens s'en foutent mais voilà on attend rien de particulier de d'Hawkeye à part qui nous épate avec des flashs bizarres un peu à la Arrow quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Mais ouais, ça pourrait s'appeler Clint à Brooklyn, ça marcherait aussi, quoi. On pourrait enlever complètement le côté Hawkeye. Et pour rebondir aussi à ce que tu disais, Fraction, il s'amuse à faire des trucs, des innovations un peu, mais il a surtout aussi son équipe derrière qui le suit, quoi. David Ara, voilà, il est à fond, on sent qu'ils sont à fond avec tous les deux et que ça marche, quoi. L'équipe marche, quoi. Ça expérimente et ça marche, quoi. Ouais, c'est fusionnel, hein, c'est assez fusionnel. Tu le sens dans le récit que ça passe bien, quoi. Ouais, c'est une des choses que je dis souvent quand je décris la série à d'autres personnes pour les convaincre un peu de la lire, c'est qu'il y a vraiment une fusion artistique dans cette série qui est de haute volée. Enfin, Matt Fraction, il fait toujours donner le meilleur à ses dessinateurs. Enfin, là, typiquement, dans November, on le voit clairement avec Elsa Chartier, parce qu'Elsa Chartier fait vraiment son meilleur taf à ce jour avec November. Mais là, ouais, David Ara, tu sens qu'ils sont vraiment tous les deux en fait sur la même longueur d'onde, quoi. Qu'ils ont envie de s'amuser, qu'ils ont envie de faire un truc qui va vraiment les emmener au bout de leur propre démarche créative à tous les deux, quoi. Et c'est ça qui est complètement dingue en fait. Eh ben écoutez, on va passer au gros morceau, comme j'aime à l'appeler, l'analyse vraiment en spoil de la série Hawkeye, vraiment revenir sur qu'est-ce qui fait principalement les forces, parce que c'est vrai qu'on a tous les trois beaucoup aimé la série, les quelques faiblesses quand même qu'on peut y trouver. Mais du coup voilà, donc si vous n'avez pas lu Hawkeye, évidemment, barrez-vous, parce que on va spoiler comme des salles, et ce serait vraiment dommage de vous spoiler. Non pas que la série forcément regorge de beaucoup de surprises, et c'est pas forcément un scénario à twist, mais il y a tellement, comme on l'a dit, de trésors de créativité, de trucs vraiment intéressants, que je trouve que, comme toutes les œuvres d'art, c'est un peu important en fait de le découvrir sur papier. Et puis surtout, en fait, on va en parler, mais surtout tous ces numéros dont on a déjà un peu parlé, les numéros interludes, ces numéros spéciaux, on va en parler un peu en détail. Et je pense que c'est dommage en fait d'en entendre parler sans avoir le support en fait visuel derrière. Ça flingue, je pense, une partie de la surprise. Surtout que voilà, les dessins font partie intégrante de la magie de ces épisodes, c'est clair. Bah ouais, clairement. Donc voilà, fuyez si vous n'avez pas lu Hawkeye, et puis écoutez, si vous voulez rester malgré tout, c'est à vos risques et périls. On va donc analyser vraiment en détail la série Hawkeye. Le premier aspect que je voulais aborder, c'était bien la relation entre Clint et Kate, parce on l'a déjà dit, elle est vraiment centrale dans la série. Kate apparaît très très rapidement, je crois, je sais plus, le premier ou le deuxième numéro, je me souviens plus exactement, mais voilà, le duo est vraiment... Ouais, deuxième, merci. Le duo est vraiment ensemble dans le récit. C'est vraiment un récit finalement sur les Hawkeye, plus qu'un récit sur juste Clint ou Kate. C'est vraiment un récit sur les deux persos. Donc je pense que c'est important un peu de revenir là-dessus. Je sais pas ce que vous en avez, vous, pensé. D'abord de Kate, parce que c'est aussi un peu son introduction au grand public par cette série-là. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup, si tu peux, juste un des points peut-être qui manque, et j'ai l'impression que ça a été corrigé dans l'omnibus aux US, c'est que finalement, moi, elle a été, comme tu dis, parachutée dans cette série, je la connaissais pas d'avant, alors que dans l'omnibus Hawkeye aux US, peut-être dans l'intégrale Panini, je sais pas, aussi, ils ont remis le numéro de Young Avenger, je pense que c'est ça, où ils se rencontrent pour la première fois. Et du coup, c'est le petit truc qui me manquait dans leur relation pour vraiment tout comprendre de leur à la première lecture. Après, maintenant avec le recul, j'ai beaucoup mieux compris, bien sûr. Mais voilà. Ouais, c'est un peu un des éléments. C'est vrai qu'elle est un peu parachutée comme ça dans l'intrigue. Alors moi j'ai le format Icons de Panini. Donc non, il n'y a pas ce numéro-là en fait de Young Avengers où elle nous est introduite de manière plus posée, plus tranquille. Il y a juste toute la série Hawkeye en fait. Donc c'est vrai que c'est pareil en fait dans la VF. On se retrouve avec le personnage qui est complètement parachuté. C'est vrai qu'on comprend pas trop d'où elle sort ni quoi que ce soit. Ouais, je vous trouve dur. Moi ça a été en fait. D'ailleurs, quand
en fait, elle est vraiment introduite, mais dès la première page du deuxième numéro, quoi. En fait, elle est introduite sur une page d'action, enfin, directement dans le feu de l'action. Et puis après, t'as un petit côté flashback où en fait ils sont dans leur cuisine à prendre le petit déj, quoi. Et enfin, du coup, j'ai le texte sous les yeux. T'as quand même une case qui te fait la pseudo introduction, quoi, qui t'explique qui elle est, en fait. Donc, enfin, moi personnellement, j'ai réussi à prendre mes repères du coup dès la deuxième page où t'as cette case qui t'explique vite fait qui elle est, quoi. Parce que elle t'est présentée en fait au cours du récit. Ok. Ouais, c'était un Ah petit oui, bémol, on va c'est un dire. petit truc, Voilà. mais Euh, moi ça me suffisait. Ouais. Bah, moi, après, j'ai pas été dérangé forcément non plus. Enfin, moi, ça m'a permis après du coup, de me donner envie, en fait, de lire les Young Avengers où elle était dedans. Et, enfin, moi, du coup, enfin, c'est un peu la Hawkeye, en fait, que j'apprécie parce que c'est celle de cette nouvelle génération et elle me fait beaucoup marrer, Kate. Donc, non, ça m'a pas non plus gêné quand j'ai lu la première fois. Je non, comprenais non, à peu près. on est d'accord. C'est juste un petit bémol et te dire, Mhm. voilà. Mais il faut bien lui trouver un petit bémol quelque part. Oui, c'est sûr, faut bien lui Ah, trouver quelques je- défauts par-ci par-là. moi, les gros défauts, ils sont sur la fin, mais, Oui, je pense comme nous tous, je pense. mais non, non, tu disais, ouais, du coup, elle est centrale au récit, mais du coup, avec carrément, enfin, t'as rarement, tu passes rarement deux numéros sans l'avoir. C'est même pas, comment dire. Ce qu'on a souvent, c'est le mentor et sa protégée ou quoi. Et là, ils sont vraiment d'égal à égal, quoi. C'est pas juste, c'est pas l'acolyte d'Hawkeye, c'est vraiment, c'est son égal et même dans le traitement, enfin dans le récit, ouais, tu sens direct qu'il y a une alchimie entre les deux et ça matche super bien, quoi. Alors ça Ouais, va clairement, peut-être à un moment donné un peu trop loin, mais ouais, ça c'est vrai que c'est un peu un truc sur lequel Matt Fraction joue un peu à certains moments, ce qui me dérange un peu parfois. Mais juste ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de mentor, c'est vrai que finalement ils se complètent plutôt bien tous les deux. Et ils ont un don tous les deux pour attirer les embrouilles. Enfin, et Clint notamment se fout toujours dans des affaires juste pas possibles. Kate est souvent là pour le sortir de ça, mais inversement, Kate aussi va des fois se mettre dans des situations juste pas permises, et Clint va être un peu là pour la sauver. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, c'est Clint le mentor. Finalement, c'est quand même plus souvent Kate qui donne un peu des leçons de vie ouais, à Clint. carrément. Ouais. Mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu, enfin, Matt Fraction. Pour ceux qui ne le savent pas, il est marié avec Kelly Sue DeConnick, qui est une autrice très féministe, Ouais. qui met très fortement en avant son combat féministe. Et Matt Fraction, il est aussi là-dedans. Enfin, et ça se sent un peu là-dedans, dans le sens où bah, il décrit un peu Clint comme l'attardé mental en fait du groupe, du couple en gros, et Kate comme bah, la meuf un peu posée et réfléchie, même si c'est fondamentalement une grosse bourrine aussi et qu'elle enchaîne des galères comme pas permis. Bah ça on le Mais voit c'est clairement marrant. dans le justement les deux histoires en parallèle Mm. enfin du coup on les lit pas en parallèle dans le récit, mais en VO c'est sorti une fois l'un une fois l'autre. Là Ouais. on a l'arc centré sur Kate qui est vraiment mis d'un bloc. Donc apparemment c'est pareil dans l'icône, c'est ça. Mm. Ça Tout correspond à au fait. tome 3 en fait Ouais, sur c'est les ça, c'est le 4. troisième arc. Et on voit clairement dans cet arc-là que ouais, elle est aussi capable de se foutre dans la merde que Clean, quoi. Ouais, du coup, pour revenir sur leur relation, c'est exactement ça. C'est l'un et l'autre sont complémentaires et à la fois les mêmes. Ils marchent ensemble avec une complicité assez forte. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Voilà, c'est vraiment la force de leur relation. Et c'est ce qui fait que ça marche aussi bien aussi, je pense, dans le récit, quoi. Et pour revenir sur le côté féministe, il y a aussi le fait que bah, Clint, finalement,
il a beaucoup de qualités, mais à chaque fois, sur ses relations avec les femmes, donc surtout quand il a ses 3 ex, etc., et tout ça, on voit qu'il y a une grosse critique derrière de, de ce genre de mec un petit peu pas très stable, on va dire, dans leurs relations et dans leur façon de traiter parfois les femmes, quoi. Oui, bah oui, oui, clairement, ça c'est clairement très fortement sous-entendu par Matt Fraction que oui, il a été un peu, enfin, il est tellement en fait irresponsable qu'il est même irresponsable en fait dans ses relations avec les femmes. Il y a notamment enfin, il y a on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une autre jeune fille qui va arriver, qui est donc qui fait partie du gang en fait, qui attaque un peu l'immeuble où habite Clint. Bon bah voilà, cette jeune femme-là, elle a une relation un peu trouble avec Clint. Et puis ça va rendre jalouse forcément la copine actuelle de Clint, qui est donc Spider-Woman, Jessica Drew. Et forcément, ça va créer de l'animosité. Et c'est vrai que Matt Fraction aime beaucoup s'amuser avec ça, à montrer l'irresponsabilité, même dans les relations qu'on pourrait pourtant juger comme sérieuses de Clint, et qui le sont en fait pas du tout, parce que lui-même le prend pas au sérieux en fait. D'ailleurs, c'est le truc moi qui me fait un peu halluciner, c'est que tu vois, du coup, voilà, tu le vois assez volage. Et ça l'est d'autant plus sur alors c'est le temps de 2 pages, je crois, où en fait bah, t'apprends que il doit il doit signer ses papiers de divorce, quoi. Donc et du coup, et c'est avec Mockingbird qui divorce Ouais, de c'est ça. mémoire. Donc en fait, ça veut dire qu'il est encore marié à Mockingbird, mais il est actuellement avec Spider-Woman. Et puis bah à côté de ça, enfin il a toujours le regard ailleurs, quoi. Et plus l'ambiguïté qui est des fois donnée avec Kate, quoi. Ouais, c'est justement ce sur quoi j'allais revenir. Il y a une espèce d'ambiguïté avec laquelle joue Matt Fraction un peu avec Kate. Alors qui me dérangeait un peu parce que bah Kate, alors je sais jamais trop quel âge elle a. Je crois que quand elle est introduite dans les Young Avengers, je sais plus si elle a 17 ou 18 ans. Mais bon, elle est relativement jeune, surtout par rapport à Clint. Mais c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté où on sait pas trop comment Clint considère Kate. Est-ce qu'il la considère comme une petite sœur à protéger? Est-ce qu'il la considère comme son égale? Est-ce qu'il est parfois amoureux d'elle? Il y a toute cette ambiguïté, mais je pense que c'est aussi peut-être ce qui fait un peu la richesse du récit, du portrait psychologique qui est dressé de Clint. C'est que lui-même, en fait, bah, ça va dans le fait en fait qu'il est complètement irresponsable avec les femmes. C'est-à-dire que lui-même, je pense, ne sait jamais où se situer par rapport aux femmes, en fait. Ouais, oui, tu retrouves ça, quoi, ça, dans cette habité. Et sur l'âge de Kate, je pense elle doit être encore jeune parce qu'elle elle a l'air assez dépendante encore de son père, mine de rien. Ouais, bah ça, elle l'est toujours, même à l'heure actuelle, en fait, elle l'est toujours encore un peu. C'est vrai il y a cette ambiguïté, mais je pense que par contre, c'est peut-être une ambiguïté chez Clint, mais je crois pas que chez Kate ce soit une ambiguïté. Je pense que Kate n'a absolument aucun sentiment amoureux en tous les cas. Affectif, oui, très certainement. Et Affectif, elle, ouais, forcément, il y a quand même une forte attache. Enfin, je veux dire, bah, du coup, vu qu'on est dans le partie spoiler, l'arc qui lui est dédié, c'est quand même qu'elle claque un peu la porte à Clint pour se barrer et aller faire un tour du côté de la côte ouest. Et enfin voilà, tu sens que voilà, Clint a dit un truc le truc de trop, et puis derrière t'as une réaction un peu ouais, tu sens que les sentiments, c'est pas juste le pote que je viens voir. Il y a quelque chose d'un peu plus fort. Et bah, dans son irresponsabilité, Clint, il a rien vu. Il a fait une gaffe de plus, et puis c'était la gaffe de trop, et il lui claque la porte. Mais dans cet instant-là, tu sens tu sens que c'est fort en fait leur lien quand même. Enfin, surtout pour Kate. Enfin, bah, tu le pour les sens deux, je après pense. tu le sens après pour Ouais. Clint qui se bouffe les conséquences et ça l'assomme, quoi. Mais pour Kate, c'est à ce moment-là surtout où tu sens que ok, même si on n'avait pas cette notion d'ambiguïté, il y a un truc qui fait que ça a été un peu trop loin, quoi. Oui, bah clairement, de toute façon, c'est enfin, comme tu le dis, c'est la connerie de trop. Enfin, je pense vraiment que Kate le considère comme son grand frère, en fait, et qu'à un moment donné, il est tellement irresponsable, en fait, qu'elle peut rien faire pour lui, quoi. C'est juste, enfin, c'est un boulet, et en plus, c'est un moment où, en fait, il se replie sur lui-même. Je crois que c'est le moment où il perd l'audition, il me semble. Il vient de se faire tirer dessus, et Ouais, mais ça on le on le découvre découvre après. dans l'arc, dans le dernier arc, Ouais, c'est ça. avec le jeu des et très tardivement dans le dernier arc.
Ouais, et en plus, c'est ça, on le découvre très tardivement dans le dernier arc en plus. On reviendra dessus après, mais c'est vrai que ça fait partie justement des points faibles un peu Mais bon, de ouais, la fin de la série. tu vois, dans ce départ, t'as quand même un côté où elle elle va prendre, enfin, il y a un peu ouais, elle va prendre des affaires de Clint, elle prend le chien. Enfin, tu vois, Ouais. t'as un côté vraiment presque marital dans la chose, presque. Tu vois, c'est une séparation et puis qui prend quelles affaires ou ah tiens, mon embarqué, elle est partie avec mes affaires et tout. Donc tu vois, c'est là-dessus, il y a quand même l'ambiguïté, je trouve. Oui, oui, oui. Bah, ça fait très vaudeville en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Mais surtout qu'en plus, Kate est souvent fourrée chez Clint et on peut se demander même si elle habite pas carrément chez Clint des fois parce que, enfin, elle est quasiment Oui, tout le c'est temps là, clair. quoi. On va passer au point suivant sur le fait que voilà, le Hawkeye de Matt Fraction, c'est avant tout aussi un récit social. Tu l'as dit quand t'as fait le pitch, Ch'ti, c'est un peu Clint qui va défendre en fait l'immeuble où il habite et les gens la communauté en fait qui y habite contre un gang qu'on découvre être en fait des mafieux russes qui possèdent tous les immeubles du quartier en fait où habite Clint. Bah, le seul immeuble qui leur reste en fait, bah, c'est celui de Clint, sauf que manque de bol, Clint va racheter cet immeuble avec de l'argent qu'il a chopé dans les premiers chapitres, de l'argent chopé pas très très légalement évidemment. Et du coup voilà, il y a toute cette dimension en fait de communauté Il y a le sociale qui côté va Robin vraiment des se mettre Bois. en place. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment le côté Romain des Bois. C'est un peu comme si en fait Hawkeye devenait un Green Arrow en fait. Ça va parler à ce bon vieux Captain, lui qui est si fan de Green Arrow. Bah, c'est juste pour ça Mais ouais, qu'il a aimé Hawkeye en fait, hein. ouais, mais c'est ça. Mais de toute façon, tu sais, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Dès qu'il y a un mec avec un arc et des flèches, là, je sais qu'il faut avoir un Captain dans la place. Spoilez pas ma conclusion, quoi. Dommage. Mais voilà, c'est vraiment ce truc où Clint, c'est vraiment un type ordinaire qui sauve des gens ordinaires dans un immeuble ordinaire, qui est en proie à des gangsters. Alors, j'ai tendance à les qualifier d'ordinaires, mais ils ont un peu ce côté très drôle parce qu'ils sont toujours en train de s'appeler Frangin. Enfin, je sais plus comment c'est en VF, mais Oui, c'est très, si c'est ça, c'est c'est frangeant, Frangin. c'est très caricatural quoi. Ouais. Mais oui non, mais derrière ils sont, ouais c'est réel quoi. Enfin c'est les mecs en survêt, ouais, frangin. Enfin c'est. Bah, c'est ça, c'est les gros loupards de base, mais en fait qui sévissent aussi pas mal dans certains quartiers de New York. C'est ces espèces de bandes organisées qui, malgré tout, essaient de faire du trafic derrière en reprenant le contrôle sur des quartiers et en flinguant la vie en fait de communautés qui sont déjà bien établies et de communautés très hétérogènes en plus parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Clint, le mec c'est un Avenger, il vit dans un immeuble qui est complètement pourri et avec une communauté qui est, enfin vraiment, il y a des représentants d'à peu près toutes les ethnies, je crois. Enfin, je crois qu'il a des voisins hispaniques, il y a des blacks, il y a une vieille, enfin, il y a un peu tout le monde dans cet immeuble. Et c'est vraiment marrant comme Matt Fraction essaie de représenter vraiment la société dans ce microcosme-là et comment la société tente de lutter contre les petites frappes et en tous les cas comment est-ce que la société a toujours besoin d'un espèce de symbole, même le plus immature et le caricatural possible, en fait, va devenir un symbole un peu d'espoir, en fait, pour la société, quoi. Et c'est assez marrant comme il fait tout un commentaire social là-dessus, puis même un commentaire finalement sur le récit de super-héros, en fait. Mais d'un point de vue social, enfin, en fait, tu l'as dès l'entrée en fait de l'arc, hein, dès le premier numéro, t'as déjà cet aspect un peu, tu sais que t'es un peu dans la crasse. Ouais. Alors les premières pages, puis il se larde et du coup il est à l'hosto, il ressort de 6 semaines d'hosto et en fait tu vois déjà là dans les planches que le mec c'est pas Tony Stark et il repart pas en limousine quoi, il est emmerdé avec son fauteuil roulant, il doit prendre un taxi. Enfin, tu sens déjà que tu vas être dans la crasse et que tu arrives sur des trucs. Enfin, voilà, ça va être ça t'amène à cet immeuble un peu délabré. Et alors je sais plus après si c'est dans le premier numéro ou quoi où tout se met en place où il sauve en fait plus ou moins c'est qu'il arrive à son immeuble et en fait les gens sont en train de se faire éjecter quoi et ils se font éjecter parce que le propriétaire des lieux est là à dire bon en fait non à partir d'aujourd'hui le loyer il vient de prendre plus de 100% quoi et bon, déjà là t'as une petite satire je trouve de tout ce qui est promoteur et tout ça
Et, et puis lui, son réflexe en fait, c'est de dire bah non, enfin je vais pas laisser la voisine et ses deux gamins se faire expulser comme ça. Il essaie de négocier et puis derrière c'est essayer d'aller racheter cet immeuble pour dans le seul et unique but de se dire bah en fait voilà j'ai acheté l'immeuble et les gens peuvent vivre à l'intérieur quoi. Il y aura pas de loyer qui va augmenter ou quoi que ce soit pour soi-disant les dégager. Donc, tu vois, et puis ouais, c'est ce que tu disais. Enfin, on le voit après. Je crois que c'est Captain qui en a un peu parlé de ces barbecues sur le toit, où en fait t'as tout ce mélange en fait de l'immeuble et tu retrouves oui, tu retrouves toutes les minorités. Je pense que tu peux facilement retrouver dans les quartiers new-yorkais. Ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est une vraie communauté dans cet immeuble et Hawkeye, en fait, Clint, du coup, c'est plus Clint là, il les protège, quoi. C'est vraiment les touchez pas, c'est les miens, c'est limite ma famille, quoi. Voilà, hein, il tient à tous. Il y a même des numéros où après il va aider un des gars avec son père. Et il va regarder, il fait venir la voisine qui a plus de télé pour que ses gamins regardent le dessin animé de Noël. Voilà, il prend vraiment soin de tout le monde. Il a ce côté que tout le monde soit au même niveau et puisse vivre dans des conditions décentes, quoi. Ouais, clairement, c'est ça c'est ça qui est marrant en fait. Tu t'attends pas trop à avoir ce type de discours en fait dans un récit, dans un récit de super-héros déjà, et puis surtout dans un récit en fait sur Hawkeye, parce que enfin Hawkeye c'est souvent c'est un personnage secondaire dans l'univers Marvel, enfin vraiment quoi. Mais c'est d'autant plus intéressant en fait de prendre ce parti pris là avec lui. Et puis, enfin, il y a plein de moments en fait où il fait des commentaires, enfin, il fait des commentaires sociaux. Tu le disais là, le chapitre où il va justement aider le père d'un des habitants de l'immeuble, où ça montre bien à quel point les services généralement de secours sont complètement empêtrés et tout ça parce que personne n'a juste prévu qu'il y allait y avoir une aussi grosse tempête que ça. Parce que pour situer le contexte, c'est voilà, il y a une tempête et une inondation qui est en train d'arriver du coup dans la banlieue de New York. Et enfin, le père en fait est tout seul. Alors le fils a une relation compliquée avec ce père parce que voilà, le fils lui reproche beaucoup de choses. Mais il veut quand même aller sauver son père parce que c'est son père quoi. Et en plus ce chapitre il est super touchant quoi. Enfin, moi je sais que moi qui ai perdu mon père, c'est un chapitre qui a une résonance un peu particulière pour moi forcément. Mais derrière il y a quand même malgré tout un côté du coup. Alors à la fois il y a ce côté où il traite d'une tranche de vie, d'une relation familiale qui était un peu en berne et qui va un peu se relever grâce à ça, grâce à cet événement. Et puis tout ce commentaire un peu social sur comment est-ce que les services à la fois de la ville prévoient très mal les choses et anticipent très mal et que les vieux sont un peu laissés sur le carreau tout le temps. Ça se voit aussi avec la vieille qui habite dans l'immeuble, elle est souvent laissée sur le carreau et la pauvre Clint est toujours en train de s'occuper d'elle parce que y a personne d'autre qui s'occupe d'elle en fait. Et enfin c'est marrant comment Fraction en fait il arrive même à travers un seul chapitre à te dresser plusieurs niveaux de lecture à chaque fois. C'est assez hallucinant à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a plein de petits exemples dans ce style-là tout au long du récit et c'est en ça qu'il est fort, c'est que voilà, il le fait, ça passe comme une lettre à la poste et voilà quoi. Ça t'emmène au final où, dans le run final où en fait en gros ses voisins le lui rendent en fait et tu sens vraiment, ouais, tu sens l'aspect communauté ou l'énorme solidarité qu'il y a derrière où tu montres qu'avec plein de petits riens, tu fais un grand tout, tu arrives en fait à te dresser face à ce gang de frangins. C'est ça. Non mais c'est ça en plus. Et puis le dernier arc s'appelle Rio Bravo et tu comprends totalement pourquoi. Quand tu le lis, l'immeuble devient vraiment un fort assiégé où chacun va mettre sa touche en fait. Chacun va empêcher les frangins justement de pénétrer dans l'immeuble. Chacun va y mettre en fait du sien. Et surtout qu'il y a déjà eu à ce moment-là des dégâts, en fait, des victimes parmi les habitants de l'immeuble. Donc c'est vraiment, il y a cette solidarité, cette fraternité en fait qui s'est vraiment créée au sein même de l'immeuble. Et encore une fois, c'est vraiment, je trouve, Matt Fraction, c'est vraiment de représenter ce vers quoi doit tendre la société aujourd'hui, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de fraternité. Du coup, ça donne de la résonance particulière et ça s'intègre surtout très très bien, je trouve, dans un récit de super-héros, quoi. Enfin, vraiment, parce que c'est des thèmes qui sont porteurs et qui sont puissants
et qui sont à mon avis fondamentaux dans les récits de super-héros en fait. Ok, eh ben écoutez, on va passer un peu parler de ces numéros expérimentaux, ces numéros qui sont vraiment des petites trouvailles narratives. Moi, j'en retiens personnellement trois. Je pense qu'on sera au moins d'accord sur deux. Le troisième est un peu différent. Mais voilà, il y a le chapitre le numéro 11 qui est du coup sur le chien, qui s'appelle Pizza Dog, mais qui s'appelle en vrai Chanceux. Le beau chien, on va raconter un peu son histoire. Il y a également évidemment le numéro sur où Clint perd Louis, le numéro 19, qui est tout proche. Voilà, qui est tout proche de la fin. Donc en fait, Clint a perdu donc Louis. Alors sachant qu'en fait, il est déjà sourd de naissance. Hein. Clint, il a déjà un problème de surdiction. Et c'est juste que Fraction en fait le réintroduit et nous le rappelle à ce moment-là. Mais en fait, tout le chapitre est du coup en langue des signes et c'est un chapitre qui est vraiment génial. Et je sais pas comment c'est. Je sais que dans le Icons, à la fin, il y a les traductions du coup de ce qui se dit. Mais en fait, ce qui est assez intelligent, c'est que même sans les traductions, en fait, on comprend ce qui se passe. Ouais. Ah oui, il n'y a pas les traductions, hein, sinon, dans les 100%. Dans les 100%, il n'y a pas. Non, ok, dans le Icons, dans le Icons, ils l'ont mis du coup, et ça, c'est plutôt cool, mais en même temps, c'est pas forcément nécessaire parce qu'on comprend très bien ce qui se dit. Il y a le troisième chapitre que je retiens moi, c'est celui qui est en forme de conte de Noël. Justement, tu disais, Captain, quand Clint laisse les enfants en fait venir regarder sur sa télé le dessin animé de Noël. Et je trouve que c'est un chapitre aussi qui est très très spécial. On l'oublie un peu souvent quand on cite les numéros spéciaux de Hawkeye, mais je le trouve assez intéressant. Je le trouve hyper intéressant, surtout au moment en fait, où il arrive. Il est assez intelligemment placé. Mais voilà, je sais pas si vous en avez retenu d'autres, vous, de votre côté. J'avais noté ces trois-là, moi, tu vois, c'est pareil. Ouais, moi je pense qu'on est raccord du coup. Ouais, moi j'en avais un autre, mais je me souviens plus. Voilà, mais moi aussi je croyais en avoir un quatrième, mais je suis un foutu de le retrouver en fait, donc on va aller sur ces trois-là. Je pense que ce sera déjà pas mal. Parce que si ouais, déjà il y a cela, mais si je crois qu'il y a un autre épisode, je crois que c'est celui autour de père du voisin qui est aussi construit en forme de calendrier en fait, enfin pas de calendrier. Ah mais oui, voilà, c'est ça. Qui joue avec la temporalité. Oui, il joue avec la temporalité, c'est exactement ça, parce que tu démarres en fait je crois, la veille de Noël, et en fait tu remontes un peu dans le temps et tu reviens la veille de. Oui, non mais si, il y a un système de yo-yo temporel. Oui, t'as raison. Et celui-là, je l'avais, enfin, j'avais parlé au début de mes soucis avec la temporalité. Celui-là, il passait parce que la temporalité était notée. Oui. Et du coup, je me retrouvais. Là où sur la fin, t'as un numéro, je crois, où il rejoue un peu comme ça avec des va-et-vient. Celui-là, par contre, il m'avait largué. Ouais, je peux comprendre. Le chapitre du coup sur Chanceux, du coup en fait, donc c'est un chapitre en fait où on suit. Alors je sais plus, je crois que c'est l'engueulade justement qui va mener à ce que Kate claque la porte au nez de Clint. C'est la fin de l'épisode du chien, c'est l'engueulade. Ouais, et du coup il y a un parallèle avec l'épisode de la surdité. Voilà. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment en fait un chapitre qui est construit du point de vue du chien. Donc forcément, comme il comprend pas ce que les humains disent, eh bien évidemment, les lignes de dialogue sont quasiment effacées. Je crois que des fois il y a quelques mots qui pop par-ci par-là, mais en fait principalement. Ouais, mais ils veulent rien dire, je crois. Ouais, c'est ça, ils veulent rien dire, ou alors de toute façon ils sont complètement paumés au milieu d'une phrase dont tu n'as pas le début ni la fin. Donc en fait tu comprends rien. Ah si, t'as les frangins qui apparaissent. Je l'ai sous les yeux en fait. Mais oui, si. T'as les frangins. Parce qu'en fait, pour refaire un peu l'histoire quand même du chien, c'est l'ouverture en fait de la série. C'est quand Clint il va vouloir aller pour récupérer l'immeuble et tout, ça va partir en vrille. Et il y avait ce chien à l'entrée à qui il a donné une part de pizza. Et en fait, le chien lors de la bagarre va se mettre à le défendre. Et il va être projeté sur la rue et une bagnole va le percuter. Et du coup, Clint va l'emmener aux soins en fait, et il va même presser en fait le veto en lui disant non, mais c'est pas, il va peut-être survivre, il va survivre quoi, c'est à un moment donné. Et tu sens déjà qu'il a un attachement pour ce chien. Et donc ce chien va survivre en étant aveugle. Non, il y a un œil, il a un œil qui est mort. Et du coup, il va rester avec ce chien qui va rebaptiser Chanceux et qui normalement s'appelle Flèche. C'est ça. Ouais. Pour la petite symbolique. Et donc du coup voilà, on a ce chien qui était élevé qui était détenu
à l'origine par ce gang de Russes. Et d'où le fait que les seuls mots qu'il arrive à repérer dans le dialogue, c'est frangin, parce que c'est ce que les mecs disent tout le temps, quoi. Donc c'était assez marrant. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais oui, c'est très très drôle. Enfin, de toute façon, moi, dès que les frangins ils apparaissent, je suis mort de rire à chaque fois. Donc. Et ouais, du coup, ce chapitre-là est vraiment construit en fait où, eh ben, par exemple, Pizza Dog va donc renifler quelque chose. Et en fait, en reniflant ça, ça va lui faire une association d'idées. Et en fait, David Arra exprime ça de manière très simple avec des cases qui expriment justement l'idée qui est en train de tourner dans l'esprit de Chanceux, avec en fait des symboles. Typiquement, si c'est quelqu'un qui a marché par là, eh ben, on va avoir le symbole de quelqu'un comme d'un homme comme sur une porte de toilette, par exemple. Et puis après avec des pas. Et en fait, c'est tout le chapitre est construit de cette façon-là. Et du coup, ça en arrive en fait à cette conclusion. Kate et Clint sont en train de s'engueuler et du coup, Kate va claquer la porte et va prendre le chien avec elle. Et c'est marrant d'assister à cette engueulade justement du point de vue du chien parce que tu sens complètement que le chien est paumé, n'en a pas grand-chose à faire en fait. Mais c'est un chapitre qui est vraiment brillant dans le travail en fait qui est fourni au niveau visuel par Ara. Je trouve il est assez dingue. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, je l'ai sous les yeux. Et en fait, c'est ça. En fait, ça commence par Clint et Kate s'engueulent. Du coup, il se barre. Mm. Et en fait, il va faire son tour de l'immeuble et il découvre plein de trucs, notamment le meurtre d'un des habitants de l'immeuble, il me semble, c'est ça? C'est celui qui avait secouru son père, du coup. Ouais, voilà, exactement. Et donc, en fait, voilà, et dès qu'il y a un autre chien qui vient et tout. Et puis, en fait, il revient dans l'immeuble et là, après, il repart dans le. Et ça finit encore sur l'engueulade. Donc, en fait, il a fait sa vie, mais ils étaient toujours en train de s'engueuler et Kate se barre, c'est ça. Mm. Et du coup, ouais, la construction est juste énorme. Et elle est. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est repris de la vue, de la narration dans le tome 4, du coup, où on revoit avec les vrais dialogues, du coup, à ce moment-là. Ouais. Il remet l'histoire. Et je trouvais que du coup, c'était vraiment. Ça remettait encore plus d'importance sur ce numéro-là, quoi. C'est assez fascinant ce qu'il fait. Et puis en plus, je trouve que le numéro est super bien. Enfin, il est super bien parce que du coup, temporellement, en fait, tu vois du coup les conséquences. Du coup, que quelqu'un en fait a trouvé le cadavre donc de l'habitant de l'immeuble. Grise, merci. Et donc, Pizza Dog chanceux découvre son cadavre. Et en fait, je trouve que dans le chapitre, c'est marrant parce qu'en fait, on arrive à se représenter géographiquement, à faire une espèce de cartographie en fait de l'immeuble en plus et de tout le quartier en fait de tout ce qu'il y a autour du quartier. Et c'est assez drôle comme du coup. Avec ce chapitre-là, il arrive à rendre crédible cet environnement et à faire en sorte que nous aussi on se l'approprie en même temps que Chanceux est en train de se le réapproprier pour remettre ses odeurs, enfin ce que fait un chien de manière ordinaire en fait à chaque fois quand il traîne quoi. Et du coup c'est vrai que c'est poussé un peu à son paroxysme avec le chapitre 19, donc où Clint a perdu Louis parce qu'il vient de se faire tirer dessus. Alors pareil, pour resituer le contexte, du coup, c'est le frangin de Clint vient de revenir. Alors pareil, Matt Fraction réintroduit le frangin de Clint qui avait disparu depuis super longtemps dans les comics. Bon à cette occasion-là, il y a un tueur en fait qui a été engagé par le gang des frangins et qui va réussir à pénétrer dans l'immeuble et qui va tirer donc sur Clint et son frère. Clint donc va se retrouver blessé, va se retrouver à nouveau sourd comme il l'a été quand il était enfant. Donc pareil en fait, Matt Fraction. Alors je me souviens jamais si ça a déjà été, si c'était déjà en fait abordé avant la surdité de Clint ou si c'est Matt Fraction qui l'a introduit. Je crois que ça a déjà été abordé, non? Ah, pas dans le récit en tout cas. Non, ouais, non, pas dans le récit, mais je pense dans la biographie de manière vraiment large dans l'univers Marvel de Clint. Il me semble que ça a déjà été abordé, mais enfin, je suis pas certain, donc je vais vraiment mettre du conditionnel là-dessus. Mais voilà, il y a donc à la suite de ça, il y a le chapitre 19, donc vers la fin du run qui arrive, et où en fait Clint est encore dans sa phase tête de con et il veut pas trop parler, et en fait c'est son frangin qui essaie de lui parler en langue des signes en fait. Et donc voilà, tout le chapitre est construit en langue des signes, donc avec plein de petites vignettes qui à chaque fois découpent les signes. Et enfin, pour avoir étudié un peu de langue des signes, c'est vraiment, alors c'est à la fois hyper précis dans la manière dont les mouvements sont mis en place, parce que la langue des signes, c'est non seulement donc faire des gestes en fait, et c'est forcément compliqué à retranscrire sur un dessin, mais David Arra il arrive très bien avec simplement des mouvements de flèche ou des mouvements de poignet, ce genre de trucs en fait. Et c'est assez, en fait, comme le chapitre sur Chanceux, il y a un travail de construction narrative derrière, et David Arra
est vraiment à un niveau d'excellence dans sa prestation qui est juste incroyable, quoi. Enfin, vraiment. C'est ça, t'arrives à là où en fait justement introduire des signes et tout ça, ça pourrait t'amener de la lenteur dans ton récit. Le récit arrive à rester parfaitement fluide et bien passé et ouais cet ajout en fait des signes et tout ça, en fait ça passe super bien. Ce que tu disais en fait, on n'a pas, même sans connaître le langage des signes, tu comprends globalement ce qui se dit. C'est vrai qu'il a cette façon de représenter le langage des signes qui est assez propre et finalement, même sans la connaître, tu comprends que un peu la leçon qu'il lui fait et puis la manière qu'il a, parce que comme tu disais, il est au fond du trou là à ce moment-là et il essaye un peu de lui mettre un coup de pied dans le derrière quoi, pour qu'il se ressaisisse un petit peu quoi. Et du coup, il finit par y arriver. Ah oui, en plus, c'est derrière, je suis en train de regarder, c'est dans cet épisode en plus où il y a le parallèle entre quand ils étaient gamins et maintenant. Ouais. Les deux chapitres, enfin le chapitre d'avant aussi, il y avait quelques parallèles avec sa jeunesse. Et là, il continue et c'est là où il réintroduit, je pense, il rappelle que Clint a été sourd gamin. Et puis c'est l'épisode où il lance la révolte en plus. Ouais, c'est ça. C'est tout le. Charnière où il montre en fait en plus que du coup le handicap ne l'empêchera pas de faire des choses quoi et de lutter contre les frangins quoi. Ouais, gros travail artistique là. Je pense que du coup David Hara il a dû bien transpirer pour mettre en image cette narration de Fraction et puis ça marche du tonnerre quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça permet en fait comme avec le chapitre avec chanson, en fait, ça permet d'avoir un autre point de vue sur les personnages en fait, et en enlevant tous les dialogues, en s'attachant juste à leurs gestuels, à leurs expressions corporelles, ça permet de créer encore plus d'empathie en fait pour ces personnages-là, ou en tout cas de créer une empathie de manière vraiment différente. Et je trouve que c'est super bien amené. Ouais, carrément. Et du coup, j'ai vérifié en fait, Okain était donc, en fait, il a été sourd, mais en fait, il était sourd parce qu'il avait combattu un ennemi en lui balançant une flèche supersonique, et ça l'avait rendu sourd. Et en fait, du coup, c'est Matt Fraction qui a fait comme on appelle une retcon pour expliquer qu'en fait, il était sourd déjà gamin en fait. Mais aussi l'autre truc qui était bien enfin, qui est bien amené, c'est aussi que t'as des bulles vierges autant que des bulles remplies en fait. Tu vois que Clint en fait sait lire sur les lèvres et donc en fait suivant la disposition des personnages, il arrive à jouer avec ça, à jouer avec le fait que en fait quand il voit pas le personnage, il y a les bulles mais c'est des bulles vides en fait. Ça se dit quelque chose et on le sait pas parce que Clint ne le sait pas. Et inversement en fait quand il est face aux gens, il lit et du coup on a le texte. Ça aussi je trouvais du coup je trouvais ça bien foutu quoi. Ouais, c'est habile. Ça te met enfin du coup ça t'apporte de la vie en fait dans ton récit parce que tu as du mouvement sans l'avoir parce que justement quand les personnages bougent de position, tu n'as plus tu vois, ou tu as pas de son. Et du coup, le troisième chapitre qu'on avait retenu, c'était le chapitre sur ce conte de Noël en fait, où Le Clint dessin en fait est en train de, ouais, c'est ça, le dessin animé. Clint en fait s'endort devant le dessin animé avec les enfants, où il a son magnifique bonnet de Noël à ce moment-là, et où en fait il est en train rétrospectivement de se raconter un peu son histoire sous forme de légende, avec du coup une toile de fond de dessin animé qui raconte un peu aussi tout ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est un chapitre qui est assez intelligent parce que, alors c'est vrai que quand on le relit en compilé, on se dit, qu'est-ce qu'il fout là, ce chapitre? Il est juste en train de me résumer ce qui s'est passé. Mais il fait un résumé sous une forme narrative, encore une fois, qui est hyper, alors pas sophistiquée, mais intelligente et intéressante, qui permet un peu de briser la monotonie que pour avoir un flashback ultra classique, quoi. Donc c'est. Alors, on se demande pas forcément pourquoi il est là, parce que quelques pages ou numéros avant, il disait du coup à la mère qu'il n'y avait pas de souci, qu'il lui prêtait la télé et tout ça, donc t'es pas trop surpris de l'avoir débarqué avec ses gamins.
Mais en effet, du coup, si en plus il y a un contexte éditorial qui fait que ça va résumer, en gros, machin, ça renforce l'idée de la force de ce numéro, du coup, à cette place-là, quoi. Là, il se place quand même. En fait, moi, il m'a interrogé quand même parce qu'il se place juste après, en fait, là, justement, le moment où le frère de Clint se fait tirer dessus et Clint également, en fait. Et en fait, t'enchaînes avec cet épisode. Et moi, au début, je l'ai vu tu sais, là, ces trucs où en fait, t'es au bord de la mort et une espèce de trip trop bizarre. Ça fait, enfin, voilà, c'est mes problèmes de temporalité avec la fin du récit où en fait Je tous comprends, les chapitres ils s'entremêlent un peu entre eux et tu dis attends qu'est-ce qui se passe et ouais moi j'ai vu ça un peu comme il part dans un délire quoi mais Ah mais moi je le vois aussi comme ça. Hein. Je le vois vraiment comme il vient de se faire tirer dessus. Et là en fait il y a ce contexte en fait où il a accepté que les gamins viennent. Mais je pense qu'en fait ce qui se passe dans le chapitre n'est pas réel en fait. Et je pense que c'est en effet il est proche de la mort en fait et il est en train de se faire ouais. un trip dans sa tête en fait. Ouais, d'accord, ouais, pas du tout, ok. Moi, je l'ai pas comme ça, mais je comprends, je vois Bah, en fait pourquoi, du coup. c'est qu'il est Ouais. introduit et conclu par ce moment où il est dans son canapé avec son bonnet Yes. et que du coup il y a les gamins autour donc ça t'enlève un peu l'aspect où il est juste vraiment ouais, dans le délire mais surtout que le chapitre d'après reprend en fait sur l'hôpital et voilà t'es sourd et puis voilà quoi. Ouais mais c'est ça en fait. C'est vraiment le placement dans cette temporalité là qui est assez étrange en fait et qui me fait dire ça en fait. Ouais, il y a plusieurs façons de le voir, du coup. C'est rigolo. C'est tout le talent de la série, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est assez chouette au final. T'as un changement graphique alors du coup j'essaie de regarder si C'est c'est rare. toujours rare. Ouais, Mais, ouais, c'est toujours bien. t'as un gros changement graphique parce que tu passes vraiment tu passes dans le cartoon là, t'es vraiment dans le cartoon et puis et du coup t'as une transposition des gens dedans et t'as alors moi par contre j'ai pas reconnu les super héros et tout ça quoi mais du coup c'est une histoire de super enfin c'est vrai c'est le dessin animé des gamins donc t'as des super héros animaux. Et moi, le seul truc qui m'interroge, enfin, qui m'a interpellé dedans, en fait, c'est que le principal héros, en fait, de ce dessin animé, c'est ce chien qui n'a pas de pouvoir, en fait. Mm. Et oui, c'est là où du coup, ce chien, c'est à la fois, je pense, chanceux, ou Pizza Dog, quand tu l'appelles, et puis ce côté, ce côté, enfin, c'est Clint, hein, qui n'a pas de pouvoir. Qui est un peu au milieu d'un groupe de super-héros plein de pouvoirs et qui a pas de pouvoir. Et, euh, et là où il insiste beaucoup, c'est sur le fait qu'il veut gérer ça seul de mémoire. C'est ça. Oui, c'est ça, en fait, c'est toute une métaphore de l'état émotionnel dans lequel se situe Clint, en fait, à ce moment-là. Parce que voilà, il a aussi perdu Kate à ce moment-là. Donc il est complètement chamboulé. Mais en fait, il se convainc lui-même, il se persuade lui-même que il va pouvoir y arriver tout seul parce que c'est le gang des frangins, c'est pas non plus une menace insurmontable. C'est une menace nombreuse, mais c'est pas une menace insurmontable. Et il pense qu'il va pouvoir mener un peu toute sa bande, sa nouvelle famille, en fait, il va pouvoir la mener tranquillement et jusqu'à la victoire, quoi. Bah, à ce moment-là, enfin, le gang des frangins est pas insurmontable. Il y a aussi du nouveau. Enfin, justement, Mm. entre Il y a le tueur. le voisin qui a été tué et puis Mm. lui qui s'est fait tirer dessus ainsi que son frère. Mm. On a une menace quand même qui a été introduite et qui est au-delà enfin du coup au-delà des frangins, lui il le sait pas, mais en gros il y a quand même quelqu'un de plus redoutable qui est avec ce gang de Russes qui est l'espèce de clown. Je crois qu'il doit avoir un nom d'ailleurs dans le truc, je sais pas. Ouais, mais C'est le clown, hein. ouais, Ouais, il c'est le le surnomme le clown. clown. Mm. Ouais, ils sont là comme ça. Donc ouais, il arrive aussi, enfin au final il vient de se faire tirer dessus, donc il a fait sa découverte et ouais il a découvert que
en fait c'était pas juste une bande de guignols en survêt et qu'il y avait une menace aussi un peu plus importante. Mm. Et du coup c'est ça, c'est qu'ils s'entêtent à vouloir régler tout seul via enfin on voit dans ce dessin animé, et que finalement c'est peut-être le déclencheur pour la suite, c'est que ce dessin animé montre que non, c'est l'union de tout un chacun qui leur permet de triompher de l'adversité. Et derrière, alors même si on enchaîne avec le fait qu'il découvre le chapitre directement suivant, c'est il découvre sa surdité et du coup cet aspect où il envoie chier un peu tout le monde et tout, mais qui se conclut quand même par justement la montée de la résistance et pour introduire Rio Bravo. Donc voilà, ce dessin animé amorce déjà la suite où c'est la communauté unie face à l'adversité. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce que je retiens, Et, c'est surtout ce cassage graphique en fait, où on est, c'est pour ça que je voulais voir qui était vraiment l'artiste, parce que oui, Ouais, non, d'ailleurs, j'ai les un doute. planches ont rien à voir, quoi. J'ai l'impression que c'est ouais, mais plutôt Chris Eliopoulos, non? c'est Chris Eliopoulos, tu crois? Je sais pas, en fait, Et- sur le Icons, il n'y a pas le listing. Ouais. Et en fait, ils sont deux à être mentionnés sur le Ah, numéro. bon. Ah bah alors ça doit être Je- Chris Eliopoulos alors. Je pensais que c'était Aha parce qu'il a cette capacité à gravement modifier son style en fait, donc Là, c'est quand même, ouais, c'est assez fort, quand même. Mais du coup, c'est pour ça, ouais, c'est vrai que ils sont. T'as Heliopoulos, Aya et Belair. Alors Belair, je sais pas, mais Et la couleur, non? ouais, c'est peut-être, la ouais. couleur ça. Ouais, Jordi C'est Belair, la possible. couleur. Et du Ouais, coup, Jordi ouais, Beller, c'est la couleur. ça se trouve, ouais, Aha a fait la page d'ouverture et de clôture, en fait, où on a Clint avec son bonnet, et puis derrière, le reste a été rendu aux Amis de l'Hiver. Ouais, non mais c'est ça, c'est Chris Eliopoulos, c'est moi qui disais des bêtises, c'est lui qui fait le dessin là. Mais ouais, du coup, tu passes vraiment dans le cartoon, et c'est Mm. pareil, même d'un point de vue colo, t'es plus du tout dans les mêmes teintes, quoi. Mm. Ah oui, non En mais fait, clairement oui. ce chapitre, c'est l'ovni dans dans les 22 numéros, c'est clairement un ovni, en fait. Ouais, mais c'est un ovni du coup qui intervient vraiment, enfin là du coup on peut rebondir là-dessus, qui intervient vraiment parce qu'il y a cette histoire éditoriale qui est vraiment chaotique pour Hawkeye, surtout sur la fin en fait. Parce que les premiers numéros jusqu'au numéro 11, ça va à peu près en fait. Il y a quelques petits retards par-ci par-là, mais pas grand-chose. Il y a beaucoup d'artistes invités qui interviennent à certains moments. Il y a Javier Pulido qui fait le deuxième arc sur la cassette où il fait 2 numéros. Il y a Francesco Francavilla qui va faire 2 numéros aussi à un moment donné. Euh, donc voilà, ça permet un peu de permettre à Ara de prendre du temps pour peaufiner un peu ses chapitres. Parce que voilà, David Ara, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour faire ses compositions, faire ses planches. Enfin voilà, il a un grand souci du détail lui-même, donc il a besoin de temps pour ça. Et on a ces artistes invités qui permettent de compenser un peu ça. Et là, c'est vrai que sur ce chapitre-là, on a Chris Eliopoulos du coup qui intervient au dessin, mais ça s'explique parce que voilà, faut laisser du temps à David Arra pour faire les derniers chapitres, qui auront du coup un retard juste monstrueux. Mais on va revenir là-dessus après. Et cette histoire éditoriale compliquée, qui est due du coup au temps de travail de David Arra, elle permet l'intégration du troisième arc du coup avec Kate, où Kate, on l'a dit, s'enfuit à Los Angeles pour se découvrir en fait un peu elle-même comment est-ce qu'elle peut agir finalement sans Clint, et où finalement elle se rend compte que même sans Clint en fait elle est comme Clint quoi, c'est juste elle accumule les galères comme pas possible, et puis c'est une vraie poulée en fait comme Clint, et que finalement faut quand même à un moment donné qu'elle aille sauver Clint parce qu'il va jamais se sortir de sa merde tout seul, parce qu'il est incapable de le faire quoi. Mais de la même manière que Clint aussi, elle s'entoure en fait elle s'entoure en fait des gens, des gens qu'elle sauve, parce que Mm. elle va être rapidement accompagnée par deux trois personnes en fait Mm. qui sont des gens qu'elle a rencontrés et qu'elle a sauvés, quoi. Alors pas de la même manière que Clint, mais pareillement. Du coup, et c'est même son voisinage au final. Enfin, Oui. donc t'as vraiment un parallèle entre les deux, et oui, au final, elle tombe dans les ouais, elle refait la même chose, quoi.
Ouais, c'est ça en fait. Elle tombe vraiment dans les mêmes travers que Clint en fait. Toute seule comme une grande, elle arrive à tomber là-dedans en fait. Bon, évidemment, elle tombe aussi dans le piège que Madame Masque lui a tendu puisque c'est sa grande adversaire en fait. Mais voilà quoi. Oui, Kate au final est comme Clint. Euh, et finalement, c'est pas plus mal en fait. Je trouve qu'il y a eu ces problématiques de retard de David Aja parce que les chapitres avec Kate, ils sont quand même assez intéressants. Je trouve qu'ils offrent un autre point de vue sur l'histoire. En plus, il y a un niveau dessin, ça permet de découvrir un autre style qui est tout aussi précis que Aja, mais qui est très différent dans l'expression artistique. Et du coup, c'est assez finalement intéressant, je trouve, d'avoir ces espèces d'interludes. Alors en VO, c'est vrai que ça a été publié de manière complètement anarchique. C'est-à-dire qu'on avait un numéro sur Kate, un numéro sur Clint, un numéro sur Kate, un numéro sur Clint. Heureusement, en VF, au niveau de la recomposition en TPB, ils ont fait ça, en relié, ils ont fait ça bien. On a les arcs qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. C'est beaucoup plus cohérent et facile à suivre surtout. Donc voilà, mais ouais, c'est vraiment inscrit dans cette histoire éditoriale très compliquée. En fait, il faut savoir que Hawkeye, Marvel, c'est vraiment pas un projet auquel ils croyaient. Ils ont refilé les clés du bébé parce que Hawkeye, c'est un personnage secondaire dont tout le monde se fout. Et ils pensaient même, je pense que le lectorat s'en foutrait et qu'ils annuleraient tranquillement la série après 6 numéros. Donc vraiment, je pense qu'ils pensaient que ça n'allait pas marcher. Parce que voilà, les relations étaient déjà tendues avec Matt Fraction à ce moment-là. Hawkeye, ça arrive après Avengers vs X-Men où Matt Fraction a participé à l'écriture et ça a vraiment gonflé Matt Fraction. On l'a un peu forcé à écrire ce truc-là. Il avait pas du tout envie et donc ça a vraiment mis un peu du sel dans leur relation. Et voilà, il vient sur quelque chose de plus simple auquel Marvel ne croit pas du tout. Alors bon, on se demande pourquoi ils ont accepté de le commander s'ils y croyaient pas, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et forcément, les retards que David Aja va prendre, ça va vraiment envenimer leur relation compliquée. Et je le disais, je dis plusieurs fois, le dernier numéro a mis très très longtemps à être publié, mais il a mis encore plus longtemps que ce qu'il aurait dû vraiment arriver, parce qu'en fait, il a mis 6 mois de plus que la date initiale auquel David Aja en fait et Matt Fraction avaient terminé le truc en fait. Ils avaient tout peaufiné, tout bien, tout tranquille, et en fait, le chapitre a mis encore 6 mois à sortir. Donc vraiment, Marvel a un peu mis des bâtons dans les roues jusqu'au bout de Matt Fraction, et c'est... Enfin voilà, il y a vraiment cette histoire éditoriale très compliquée de la série qui est à prendre en compte. Et voilà, je voulais juste signaler ça, en profiter, puisqu'on parlait de ce troisième arc avec Kate. Ouais, c'est un truc, pour le coup, c'est assez... ce contexte éditorial... les éditos de Panini en parlent brièvement, mais le situent à chaque fois quand même. Et pour ça, on peut saluer un peu leur travail sur ce côté-là, parce que ça plante un peu le décor, parce que bon, c'est vrai que il y a eu du temps entre les albums et tout, etc. Donc de savoir un peu ces difficultés, c'est quand même l'envers du décor. D'ailleurs, je sais pas s'ils en parlent dans l'Icons qui regroupe tout. Non, ils ont supprimé justement ça. Parce qu'en fait, ils expliquent ça dans les éditos parce que fatalement en fait le sortie du 100% en fait a mis du temps. Donc c'est aussi pour ça que t'as cet éditorial qui t'explique que du coup entre le tome 3 et le tome 4 t'as un an de publication qui en attendent quoi. Enfin ça a mis à peu près un an entre le tome 3 tome 4 parce que justement déjà le dernier numéro en fait a mis 6 mois à sortir quoi. Et puis ils expliquent bien du coup que d'autant plus que il faut rappeler que en France Hawkeye, la série Hawkeye a eu une belle visibilité vu qu'elle a été nominée à Angoulême. Alors c'est l'année, c'est Comé Prima, je crois qu'elle a gagné cette année-là. Mais du coup, ça a quand même créé de l'attente derrière. Et je sais pas vraiment s'ils ont eu ça a eu un impact sur leurs chiffres, mais d'après moi, je pense quand même un peu, comme tous les titres qui sont nominés à chaque fois. Et du coup, ça a peut-être mis des gens qui n'étaient pas forcément clients ou au fait de cet envers du décor. Donc à chaque fois, rappeler le pourquoi du comment, ça permet aussi de garder ton public, quoi. Ouais, non, mais c'est bien ça qu'ils aient fait ça, justement, qu'ils aient expliqué dans des éditos, même si c'est que sur une page, c'est quand même assez... Enfin, c'est à saluer, quoi. C'est au moins expliquer un peu, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de retard, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas de leur faute, quoi.
Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon en spoil des forces de la série Hawkeye. On peut parler du coup des quelques faiblesses qu'on y voit. Alors du coup, je dis que tu parlais un peu de la temporalité, c'est ça Ouais, bah du coup, enfin, c'est surtout sur la fin du numéro où, en fait, ouais, il joue avec le temps, tu sais pas trop. Enfin, moi, j'ai eu du mal à me repérer, savoir où est-ce que j'en étais dans ma lecture parce que les numéros se chevauchent un peu, notamment par rapport à Kate. Euh, j'ai eu du mal à situer en fait quand il a autant jusqu'à son départ, c'était assez clair. Et du coup, vraiment, ce dernier tome, donc c'est les 7 derniers numéros. Les 7 derniers numéros qui se passent. Alors, pour moi, dans la tête, il se passait vraiment en parallèle des aventures de Kate avec Madame Masque. Et au final, je me retrouve à la fin où non, c'est pas vraiment ça. Et en fait, j'ai été incapable de me positionner. Et tu vois, je le retrouve notamment avec cet épisode cartoon où en fait cette introduction de Clint qui dort sur le canapé n'est pas raccord avec le numéro d'avant et le numéro d'après où ben, la page juste avant, bah, il gît au sol parce qu'il s'est fait tirer dessus. Et la page d'ouverture du numéro suivant, il est à l'hôpital et on explique la surdité, tout ça. Et on a le parallèle avec sa jeunesse, quoi. Mais, alors autant du coup les côtés flashback sur la jeunesse, ils passent bien, mais des fois sur l'enchevêtrement des, euh, des histoires, même dans les numéros en eux-mêmes, des fois, tu as l'impression de voir tiens, ce qui s'est passé il y a 2 heures, et moi, j'étais un peu largué. Ok, ouais, je comprends, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, puis des fois il y a des faux raccords parce qu'il y a des changements de dessinateurs un peu intempestifs, donc j'avais noté ces faux raccords là, des fois entre certains chapitres qui brisent un peu cette alchimie artistique quasi parfaite que je trouve dans la série. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs que j'avais noté. Je sais pas, Captain, mon cher Captain, est-ce que tu as des griefs contre la série? Non, franchement, moi, j'en ai pas. Je disais en intro tout à l'heure là que, à la rigueur, là, que j'avais pas la connaissance de Kate et que du coup, j'étais un peu au début, voilà, leur relation, etc. En savoir plus, j'aurais bien aimé, mais du coup, il faut que je lise juste ce qu'il y avait avant. Hmm. C'est pas vraiment un défaut de la série, c'est plutôt un défaut de connaissance, on va dire. Après, j'en ai pas forcément. Surtout que voilà, quand il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé sur l'humour, sur des choses comme ça Mm. qui font que ça allège aussi le récit. Quand je pense par exemple à Kate parce qu'en fait l'immeuble est à Brooklyn et en fait Clint il fait comme s'il était toujours là et qu'il connaît par cœur et qu'elle lui parle de Jay-Z, il sait pas qui c'est. Et voilà, ces petits trucs sur la culture du coin et qui sont au travers et qui allègent beaucoup le récit. Hmm. Parce que c'est vrai qu'on parle de trucs sociaux et tout ça depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même. Ouais, il passe tout seul le récit. Donc, il y a ce côté humour là qui allège beaucoup. Non, j'ai pas vraiment de grief contre ce récit. Même à cette deuxième lecture, ouais, j'ai eu le même plaisir qu'à la première. Même encore plus, parce que comme on préparait l'émission, je suis rentré un peu plus dans les détails de la lecture. J'ai pas de défaut. Moi, j'en note très peu aussi. Enfin, j'ai quelques problèmes avec le deuxième arc, notamment avec le chapitre où bah, justement on a introduit au personnage du clown qui drague de manière un peu malsaine le personnage de Kate, et où on a l'impression que ça pourrait avoir une suite en fait, et ça n'en aura pas. C'est un peu un des soucis. C'est le chapitre avec lequel j'ai un souci en fait. Je comprends pas ce que vient foutre ce chapitre en fait. À part peut-être nous montrer la dangerosité du personnage ou son côté, peut-être lui donner un côté un peu humain, un peu touchant. Je sais pas trop ce qu'a voulu faire Matt Fraction avec ce chapitre-là, et ça a tendance un peu à me perturber. Et à la rigueur, en fait, limite, si on part dans ce côté-là, il aurait pu complètement ne pas mettre le clown et laisser le gang des frangins être plus méchant à la rigueur. Ça aurait presque, Non, il ça aurait apporte presque le marché, coup. quoi. Ouais, Bah, c'est le clown, je trouve qu'il apporte quand même, enfin, il a quand même ce côté dangereux. C'est juste qu'en ouais, fait, mais c'est cette lui qui tue introduction à aussi. ce moment-là, je trouve qu'elle est un peu ratée cette introduction en fait. Ouais, je Ouais. comprends. Et si, moi, justement, est-ce que
tu disais en fait, tu parlais de suite et tout. Moi, c'est sur la fin du récit en fait, sachant que, en fait, j'aime bien parce qu'il termine quand même, il termine son histoire et par contre, il ouvre des portes. Enfin, il le conclut avec une ouverture quand même spécifique sur, il me semble, de mémoire. Je pense on a un conseil des super du groupe de super vilains là, Ouais. où du coup en plus il place le père de Kate. On est dans le spoiler, donc je peux le dire. Le père de Ouais. Kate est un gros bâtard qui siège au niveau des vilains. Ouais, bah Et ouais, c'est enfin ça. bref, il te donne cette ouverture qui est quand même spécifique, sachant qu'il part du récit et que bah, du coup t'auras pas la suite en fait. Enfin tu vois, tu sens qu'il y a encore matière à découvrir, mais sachant que lui il se barre. Tu as cette suite en fait qui intervient. C'est juste qu'en fait, elle intervient pas dans la série Hawkeye de Matt Fraction, elle intervient dans la série Hawkeye de Kelly Thompson en fait. Ouais, C'est toute la spécificité en fait. C'est que oui, Matt Fraction laisse une grande porte ouverte, mais je pense qu'il se disait bon, moi j'en ai fini avec Hawkeye parce que j'en ai vraiment ras le cul de Marvel, ça me gonfle. ouais, J'en peux plus de cette relation qui m'étouffe. Et je laisse quand même cette porte ouverte au cas où quelqu'un veuille la reprendre. Et voilà, c'est vrai qu'il a fallu attendre quelques années avant que Kelly Thompson arrive sur le titre. Et c'est Kelly Thompson qui va. Kelly Thompson, en fait, elle fait vraiment une suite spirituelle au Kai de Matt Fraction. Elle prend que le personnage de Kate, dans un premier temps, en tous les cas. Et elle fait vraiment une suite spirituelle au run de Matt Fraction, parce qu'en fait, on y retrouve quasiment les mêmes qualités, les mêmes défauts, en fait, et les mêmes types de discours social, enfin, plein de trucs qui sont très très équivalents, en fait. Bon, la force du truc, c'est que aussi Fraction, elle arrive en disant bah, ok, mais du coup, maintenant, t'as tous les méchants là qui sont réunis, qui veulent leur peau. Je laisse vraiment. En fait, ça devient des ennemis numéro un. Tu vois, c'est pas des petits héros qui font pas peur, quoi. C'est vraiment des mecs qui peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, du coup, la stature des deux Hawkeye est vraiment beaucoup plus haute que peut-être ce qu'elle était avant. Mm. Et on peut souligner aussi que les Mayer aussi, dans son Hawkeye, reprend pas mal d'éléments de ce que Fraction a mis pendant ces 22 numéros, quoi. Non, non, mais il fait une suite aussi parce qu'il reprend la relation entre Kate et Ouais, Clint, il reprend aussi la relation entre Clint et son frangin, enfin, il explore la jeunesse de Clint. et suite. Ouais, ouais, non, mais clairement. Mm. Il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, c'est vrai que tu le disais. Captain, il y a l'humour qui est très très présent, enfin, parce que enfin, chaque numéro est vraiment. Enfin, il y a souvent des vannes ou parce que Clint est complètement irresponsable et un peu débile, souvent sur les bords. Du coup, il y a beaucoup de gags qui sont dus à ça, il y a beaucoup de gags visuels, il y a des dialogues souvent bourrés d'humour, bourrés de références en fait de pop culture que Clint ne comprend pas quand un autre personnage les prononce. Il y a beaucoup de décalages en fait qui sont créés par l'humour. Donc c'est vrai qu'on Ouais, n'a pas forcément insisté là-dessus, mais ouais. oui, c'est clairement à noter. Ouais. Kate aussi, quand elle est à Los Angeles, qui fait sa page avec Héros Alloué, quoi, le gros clin Oui. d'œil. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un peu partout dans le récit et qu'il faut découvrir, quoi. Ouais. ouais, clairement enfin c'est une mine. Ouais. Ouais, c'est une mine de trésors. Le récit, il y a plein de choses à voir. Mm. Enfin, faire des relectures pour tout apprécier, je pense. Ouais, Ouais, bah je c'est pense. ça, je pense que c'est vraiment un comics qui se relie, se re-relie, enfin s'apprécie vraiment sur des relectures en fait. Vraiment, il est idéal pour ça, je trouve. Ouais, complètement. Il ne faut pas hésiter à aller rechercher les détails, quoi. Ouais, Ouais. carrément, carrément. Par Bon, contre, surtout qu'il y en a plein de planqués, quoi. c'est ça, complètement. Par contre, on n'a pas trop parlé parce que je pense qu'il y a aussi une des forces du récit dont on n'a pas du tout parlé, c'est la palette de couleurs. Et pour Mm. le coup, je pense que Matt Hollingsworth, bon, je le prononce peut-être mal. Du coup, il fait quand même beaucoup sur le titre. Euh, Mm. il permet d'avoir cet univers, de remettre en valeur cet univers avec sa palette de couleurs ici, et qui Mm. sera cette palette qui est encore un peu utilisée d'ailleurs dans le run de Lemayer derrière, et Ouais. peut-être même dans Thompson, je sais pas. Mais du coup, ouais, il pose bien des bases aussi de ce Hawkeye, quoi. Bah, c'est des couleurs avec des gros aplats en fait. Il y a peu de nuances et de variations dans la couleur. C'est vraiment des aplats typiquement de couleur violette, de couleur noire, de couleur blonde, Ouais. blanche, tout ça. Enfin, c'est vraiment des couleurs très pas criardes ni quoi que ce soit. C'est vraiment très réaliste en fait, comme le style de dessin de David Arra en fait. Ça correspond tout à fait à ça. Ça match super bien.
Ouais, c'est ça, non mais ça match hyper bien. Mais je crois de toute façon Matt Hollingsworth, je crois que c'est lui qui colorise Ara à chaque fois. Déjà sur le Iron Fist qu'ils avaient fait ensemble, c'était avec Fraction, Je sais pas si c'était c'est vrai, je crois Hollingsworth. de toute façon, il est pas avec Elsa Chartier aussi, non? Si, oui, exactement, t'as tout à fait raison. Ouais. Et c'est pareil, c'est de la colo à base d'aplat, donc c'est vraiment, enfin, c'est super beau, quoi. Puis c'est un mec qui est Clint Barton, c'est un mec qui est addict au café, et donc du coup forcément, Fallait, vu que c'est un fallait qu'il nous la running fasse. gag, oui forcément, c'est un running gag tout le long Ouais, c'est vrai. tout le long des épisodes, et il en fout partout d'ailleurs. À chaque fois, je sais pas comment il fait. Donc je Ouais, c'est devais un le gros, non, mais souligner. c'est un gros dégueulasse, surtout Clean Barton. Oui, c'est ça. Donc ouais, Alors, c'est en fil rouge, et c'est voilà, je devais le souligner. Ouais. moi, Et, dans le genre running gag que j'ai apprécié, c'est la flèche boomerang. oui. Aussi. Mais en fait, il y en a plein des running gags comme ça qui sont très très cons, mais en fait qui reviennent de manière récurrente mais c'est à hurler de rire en fait quoi. Quand tu les repères et que tu les revois, enfin surtout que souvent il y a des gags en fait qui sont planqués dans le fond des cases ou ce genre de conneries. Ah mais carrément, c'est ça. C'est voilà, il faut l'apprécier, il faut prendre le temps de le lire ce bouquin et de vraiment chercher les trucs de Ouais, partout, quoi. non mais c'est ça, faut prendre le temps de le lire, de le relire, enfin faut pas hésiter à y revenir vraiment si on l'a apprécié, je pense. C'est là où la qualité du récit se fait en fait. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, vous parliez de Kate et tout ça, et j'ai repensé aux cases où Kate revient, Ah, où ouais. c'est elle, où elle se pose, en fait, c'est vraiment celle qui va tout sauver, quoi. Mm. C'est la puissance qu'elle impose dans les deux ou trois cases là quand elle revient. Avec tous ces C'est sparadraps, ces bandages ouais, partout sur la gueule. oui, Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. En vrai, j'avais oublié ah cette planche. putain, Clint, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, avec Exactement. sa Ouais. mais elle est badass à ce moment-là. C'est Enfin, ça, vraiment, ouais. là, tu vois. Ouais. Mais tu vois, c'est du coup des fois elle a un petit côté maternel quand même sur la chose quoi. C'est Ça Mm. s'inverse, ouais. Les rôles ont peut-être tendance à s'inverser, tu vois, des fois, de dire que c'est Oui, elle mais ouais, qui mais va. souvent. Mais oui, la planche de son arrivée, elle est Ah, mais magistrale elle est quoi. Enfin, folle. Ouais, elle est ouf, ouais, elle est ouf. Ouais, Elle est complètement. folle. elle est bah, en fait elle est hollywoodienne quoi. Cette Ouais. Ouais, planche. exactement. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors, messieurs, est-ce que Hawkeye, c'est un indispensable du comics? Clairement, quoi. Je, ouais, franchement, bah, voilà, le Fraction, il est arrivé avec un concept hyper simple de se dire qu'est-ce que fait Clint quand il n'est pas avec les Avengers. Il prend un héros presque, comme tu disais, de seconde zone, quoi, souvent considéré de seconde zone. Et voilà, et tout au fil de ses récits, il le fait monter avec Kate, etc. Déjà, en fait, à la fin, de toute façon, Hawkeye, c'est deux, quoi, voilà, tu finis avec Mm. ça. Euh, on a voilà un héros qui est complètement empathique avec ses voisins. Ah, ça peut être ton voisin, tu t'attaches à lui. T'as tout dans le récit, t'as plein de choses, t'as l'humour, comme on vient d'en parler, etc. Je sais pas s'il y avait d'autres récits avant qui étaient un peu dans ce style-là. Mais en tout cas, je pense que c'est pas dans l'ère, comme tu disais, où, vu qu'on avait plein de trucs cosmiques et compagnie, en tout cas. Et ça fait du bien à cette époque-là d'avoir ça. Ça fait toujours du bien d'avoir ce Ouais, récit clairement. Mm. plus simple, etc. dedans, bien ancré dans la vie. Et voilà. Je pense que ça a ouvert des portes. Je pense que ça a fait monter le Kate Bishop en puissance aussi. C'est un récit qui d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, a été continué par les Mayer d'un côté, Kelly Thompson après, etc. Quoi, c'est aussi des grands noms qui ont travaillé, qui ont gardé tout ça parce que, ben, en fait, les bases qu'il a posées pendant ces 22 numéros, ben, elles sont parfaites, quoi, presque. Mm. T'as tout dit, donc et je pense que j'avais déjà tout dit quand j'ai résumé mon avis sur la série. Mais oui, c'est clairement un indispensable, surtout si on cherche quelque chose de vraiment simple, de terre à terre. Je pense que c'est une série qui fait du bien et qui est fraîche. Alors, En fait, t'as aucun indicateur temporel dans ce récit. mm, Ce qui fait qu'il peut être de n'importe quand, il peut être enfin, ouais, t'es vraiment hors du truc. T'as un récit, tu le prends n'importe quand, tu le lis, tu te. Ouais, c'est une bulle, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est vrai, ouais, c'est vraiment ça. C'est une bulle. C'est exactement ça en fait. C'est une bulle dans laquelle tu t'immerges pendant 22 numéros en fait et t'en ressors et enfin moi je sais que j'avais la patate quand je l'ai relu, tu vois, c'était la troisième fois que je relisais la série
Et enfin, ouais, j'avais autant la patate que la première fois que j'ai lu, quoi. Je trouve que cette fin, elle est extraordinaire à la fois de puissance, que ce soit dans les images ou dans le discours de Matt Fraction, quoi, avec tout ce qu'on a dit, quoi, que la communauté et l'union fait la force, quoi. Ouais, Il y a vraiment plein de trucs forts, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est des putains de bonnes vibes, quoi. Non, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et si je peux me permettre pour conclure, du coup, vu que vous avez Ouais, spoilé vas-y. tout à l'heure, bon, Hawkeye, c'est quand même un archer qui boit du café, donc c'est forcément de la bombe, quoi. Ouais. Et voilà. Il fallait bien qu'il le dise à un moment donné. Fallait le dire, fallait. Donc en fait, je l'attendais. Il faut un arc et un café bien noir. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ah putain. On va faire comment quand on va parler du Green Arrow de Lemire et de Sorrentino? Parce qu'il a pas de café, lui. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Et n'empêche que pour le café, finalement, on en parlait tout à l'heure, mais il boit du café tout le temps dans le récit, sauf au moment où il est au fond du trou et où il boit de l'alcool. Encore un petit détail. Encore un petit détail, putain. C'est beau. Je crois qu'on va rester sur ces paroles sages, parce que sinon on va dire de la merde après. Exactement. C'est exactement ce que j'allais faire. Ouais. Donc on va arrêter là. Ce sera mieux. Eh ben écoutez, messieurs, ça a été un vrai plaisir d'échanger sur Hawkeye avec vous. Pareillement. Pareil, j'adore. Super. Eh ben, j'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous de l'autre côté qui nous écoutez. J'espère qu'on vous aura donné envie de relire Hawkeye, parce que si vous êtes arrivé à la fin, c'est que vous l'avez déjà lu une première fois, mais j'espère qu'on vous aura donné envie de relire, que vous ayez aimé ou pas le récit. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, surtout sur des récits comme ça que nous, on considère comme vraiment majeurs et importants à la fois dans notre histoire personnelle et puis dans l'histoire du comics, vraiment. Donc, n'hésitez surtout pas. Évidemment, on continue à publier de la review, on continue à publier des podcasts, des vidéos de manière régulière sur lescomics.fr. Et ben on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et à bientôt pour le prochain indispensable, My Little Pony. Pour bientôt. J'attends le saga aussi, moi, avec impatience. Ah ouais, non, mais tu seras pas invité. T'as peur. Ouais, j'avoue. J'avoue que j'ai peur d'avoir envie de t'en foutre plein la gueule. Ce cher Captain Talbot ne sera donc pas invité sur le indispensable de saga, vous le noterez évidemment dans vos agendas. Il sera invité uniquement quand on parlera d'un archer, parce que c'est la seule chose dont il est capable de bien parler. Et nous nous quitterons sur ces bonnes paroles. Allez, à plus. À plus. À plus.